Eh bien, je vois que nos intervenants sont tous connectés et en plus, il est 14h30, donc tous sont parfaitement ponctuels. Donc, je me présente à nouveau. Donc, je suis Olivier Nossan, enseignant-chercheur en informatique à l'Université Champagne-Ardenne. Et donc, c'est à moi que revient le plaisir d'animer cette table ronde autour de la prévention et de l'ergonomie des TMS. Donc, avec 3 intervenants qui vont pouvoir partager leur expérience avec des profils assez variés, puisque on a donc la société Bodifeed en présence de monsieur Antoine Boucher et Jérémy Aubert. Monsieur Lionel Giovanelli, en fait, expert ergonomie à la SNCF, et l'équipe de Frédéric Tellier, donc de l'Université Picardie-Jules Verne, qui vont pouvoir comme ça donc aborder cette thématique. Donc je vais m'assurer moi du bon déroulement des échanges. Peut-être ce que je peux proposer pour commencer, c'est que chaque intervenant ait un petit moment pour présenter, je dirais, son cadre de travail, son rapport avec les TMS, et puis l'activité qu'il a amenée ou les développements qu'il est en train de réaliser sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas qui veut se prêter à l'exercice et qui veut commencer. Ah, je vois Frédéric Tellier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Tellier, professeur à la fac de médecine en physiologie et ergonomie. Sur ma gauche, vous voyez Léa Delomé et puis Alexis Chirac, qui sont des étudiants qui finissent leur master à la fois en ergonomie et puis en informatique. On vous expliquera juste après pourquoi. Donc, nous sommes un département de formation de la fac de médecine où justement on pilote un master en santé, sécurité, environnement au travail et puis on mène des projets, des recherches et actions dans le domaine de l'ergonomie de la prévention des risques. Donc nous, là, dans le cadre du projet Nomade, on s'est surtout intéressé parce que beaucoup de nos collègues du projet Nomade sont plutôt des cliniciens et des kinés, c'est-à-dire qu'en gros, ils interviennent quand le sujet a mal et devient patient. Et nous, on essaie d'intervenir à la fois par l'ergonomie de prévention des risques et aussi par l'activité physique. J'ai un autre collègue, Thierry Lelard, qui travaille sur ces aspects-là. Ben, justement, en prévention en entreprise. Donc, avec les étudiants, on mène plein d'études et de recherche-action sur les démarches d'intervention en ergonomie. Et puis là, dans le cadre du projet Nomade, on a surtout travaillé sur la mise en place de modules e-learning pour permettre la formation à distance et en allant chercher également toutes les données de la littérature sur l'ergonomie de la prévention. Et on a axé sur un trouble musculo-squelettique un peu plus spécifique, un peu plus axial, qui est la lombalgie, qui pose un vrai problème. Parce que la lombalgie, il y a des éléments de reconnaissance pour les lombalgies spécifiques, mais on a aussi toutes les lombalgies non spécifiques où on a des douleurs au dos, et puis on verra tout à l'heure certainement qu'il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, globalement, c'est 37% du fardeau global des lombalgies. Donc en gros, les facteurs de risque professionnels, c'est la manutention de charges lourdes, les postures contraignantes, on en entendra parler certainement avec les exosquelettes, et puis il y a également les vibrations basse fréquence, telles qu'on peut, quand on est exposé, quand on est un salarié exposé à des chariots automoteurs. Et puis le dernier également, comme on dit souvent, c'est les facteurs psychosociaux. Voilà, on peut très bien, les facteurs psychosociaux sont souvent oubliés, alors que dans les processus de douleur et inflammatoires, ils interviennent de façon importante dans la réaction de stress. Voilà, juste en quelques mots, dire qu'on mène des démarches d'intervention ergonomique et nous, on vous présentera un petit élément qui est le développement d'une application pour essayer d'aider les ergonomes, les animateurs HSE, tous les techniciens qui sont sur le terrain à essayer d'identifier, de repérer, d'identifier et d'évaluer les facteurs de risque de la charge physique de travail. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce préambule et on aura l'occasion de parler donc de l'appli Adept justement dans la suite de la table ronde. Lionel Giovanelli, peut-être un petit point de présentation générale avant qu'on enchaîne sur les échanges et les débats. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Lionel Giovanelli, actuellement, je suis expert nouvelles technologies d'assistance physique et innovation à la direction sécurité voyageurs à la SNCF. Et je viens précédemment donc de la direction du matériel dans lequel j'ai commencé à réfléchir à cette notion d'exosquelette. Mais plus généralement, moi, je viens de STAPS à l'origine, mais il y a très très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Et je me considère comme ergomotricien, en fait, expert de la motricité au travail. Et j'ai vraiment essayé de passer une grosse partie de ma carrière à essayer de comprendre la motricité des agents en lien avec la situation de travail, donc, et avec ses composantes. Et en fait, quels sont les déterminants de ces composantes qui conditionnent telle ou telle motricité. Donc, j'ai essayé de catégoriser différents modèles de motricité. J'ai passé beaucoup
de temps et beaucoup de nuits blanches à évaluer des vidéos, etc., avec des critères que j'avais. Alors, c'était beaucoup de l'observation parce que j'avais j'avais pas de matériel, hein, c'était vraiment que de l'observation par rapport à des critères que j'avais pu identifier, mais globalement, ça fonctionne et c'est assez précis. Euh, et pourquoi je suis arrivé dans les exosquelettes à un moment donné? Parce que tout naturellement, on s'est posé la question à la SNCF pour savoir si on pouvait, effectivement, si ces nouvelles technologies pouvaient nous aider dans la maintenance ferroviaire. Et effectivement, oui, ça peut nous aider, mais c'est pas si simple que ça. Donc, on a conçu le Shiva Exo. Je suis en train d'en concevoir un autre dans mes propres travaux de recherche. Et c'est cette nouvelle technologie, c'est une piste, mais c'est pas la seule. Et en fait, effectivement, la question que tout le monde se pose et on n'a pas la réponse, c'est est-ce que ces nouvelles technologies peuvent permettre de maîtriser mieux le risque de TMS? C'est une question qui est ouverte, qui n'est pas fermée. Je pense qu'elle sera pas, on ne pourra pas répondre tout de suite. En revanche, potentiellement, ça peut aider, quoi. Voilà. Donc, je crois que ça fait partie aussi des échanges qu'on va avoir lors de cette table ronde. Merci beaucoup, Lionel. Et pour terminer le tour de table, donc je laisse la parole à Antoine Boucher et Jérémy Robert de la société Bodifid. Bonjour messieurs, oui je suis le président de Bodifid et donc Bodifid est un dispositif de décompression neurovertébrale et c'est une association, une combinaison entre la déclivité et la vibration et qui bénéficie aussi d'une ergonomie assez sympathique dans le sens où il y a un double châssis qui permet des angulations de travail intéressant et puis tous les coussins de ce dispositif sont sur vérin et ce qui permet à ce dispositif de s'adapter à l'anatomie de différentes personnes. Pour les détails du dispositif, je laisserai la parole à Jérémy Robert et puis si vous le permettez, je reviendrai de temps en temps au cours de la discussion, notamment pour appuyer un petit peu sur le fait que nous pensons que ce dispositif a tout pour la prévention et aussi a tout son intérêt dans la prévention et dans le curatif. Et voilà. Donc, je laisse la parole à Jérémy. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérémy Robert. Je suis en première année de doctorat donc en convention industrielle avec l'entreprise Bodifid. Donc, comme l'a dit Antoine, une entreprise qui développe une solution innovante pour prévenir les troubles musculo-squelettiques avec une combinaison finalement d'actions, donc la déclivité et les vibrations, et une ergonomie aussi d'utilisation. Donc, on a préparé quelques supports pour vous montrer vraiment ce à quoi ça ressemble en mouvement également. Donc, l'idée est vraiment d'avoir une solution disponible pour des manutentionnaires, des sportifs ou dans le parcours de soins du patient qui souffre de lombalgie. Donc le développement est axé sur des vibrations, cette fois-ci dans une optique de santé et de prévention. Merci pour cette présentation. Donc j'invite en fait tous les participants à poser leurs questions via le fil de conversation. J'ai la chance en fait d'avoir l'aide de Laura qui va pouvoir participer finalement à m'aider à collecter les différentes réponses. Donc n'hésitez pas à intervenir. Moi j'aurais une première question qui sera peut-être éventuellement voilà, un moyen de démarrer cette table ronde. J'ai entendu vos différentes présentations et il y a ce terme en fait qui revient souvent, qui est celui finalement du port de charge et des problèmes de lombalgie, qui est vraiment le problème central. Et j'ai l'impression que par vos activités, vous avez finalement une approche ou du moins une étude assez ciblée sur cette problématique-là. Donc j'aimerais éventuellement qu'on traite, peut-être qu'on rentre dans le concret avec la lombalgie et qu'on puisse éventuellement voir et puis écouter finalement les approches et les outils que vous avez développés pour la prévention de ce genre de pathologie. Est-ce que l'UPJV, vous voulez présenter la piadote? Ok, écoutez, moi je vais laisser la parole parce que
Donc, Léa est master en ergonomie, prévention des risques, et puis Alexis, étudiant master en informatique nuage. Alors, juste un point avant, si vous me permettez, je vais juste vous montrer 2-3 petites diapos, parce que moi, je voudrais juste replacer l'évaluation des facteurs de risque dans l'ensemble de la démarche ergonomique, parce que ce qui est dangereux aussi, je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure, c'est de penser qu'on peut intervenir uniquement que sur des facteurs de risque biomécaniques directs et qu'il ne faut pas oublier toute la situation de travail, quoi. Une situation de travail, c'est pas juste une masse que l'on va apporter, mais c'est bien plus complexe que ça. Ça dépend évidemment de la lumière, ça dépend de la charge thermique, ça dépend de ce qu'on appelle la dépendance organisationnelle, qui est le lien entre les opérateurs. Et bien souvent, c'est des facteurs qu'on néglige, parce que si justement on utilise les outils de façon trop précise, trop focus, on en oublie que globalement, l'opérateur, le travailleur, c'est pas simplement des segments corporels, d'accord? C'est pas simplement un mouvement, c'est un geste, parce que c'est globalement des mouvements qui vont être dans un environnement, dans un contexte, une motivation donnée. Et je pense que la problématique de l'exosquelette, on l'avait déjà évoqué plusieurs fois dans le cadre des forums UX qui sont organisés par Anne-Marie Devèvre. Et c'est vrai que c'est une problématique qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est tout l'environnement et l'acceptation psychosociale et les autres facteurs. Donc, si vous me permettez, est-ce que je vais prendre la main pour juste vous montrer 2-3 petites diapos. Voilà. Donc, tout d'abord, vous dire que les facteurs de risque professionnels, et ça c'est publié de façon internationale, sont responsables en gros de 37% des lombalgies, à la fois les lombalgies spécifiques et non spécifiques. Et je le répète, globalement, les lombalgies spécifiques de type hernie discale, qu'on appelle aussi les syndromes claviculaires, il n'y a que celles-ci qui sont reconnues. Et en fait, quand on regarde les facteurs de risque, c'est lesquels? C'est la charge physique au travail. Donc, il y a la manutention annuelle de charges lourdes, qu'on retrouve dans les déclarations de maladie professionnelle, les postures contraignantes et les postures statiques prolongées. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que, par exemple, sur certains postes de travail, dans certaines usines, je suis encore allé en voir une transformation de la viande il y a de ça 3 semaines, globalement, il n'y a pas de charge lourde, la posture ne semble pas contraignante, mais les individus restent debout 8 heures par jour. Donc 8 heures par jour sur une surface de 1 mètre carré. Donc ça, c'est problématique. Il y a aussi tout le travail sur écran maintenant qui est devenu extrêmement important. Donc il y a un effet de sédentarité qui pose problème. Donc il n'y a pas que la charge lourde, même si c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a les vibrations corps entier qui posent souci. Et puis il y a tous les facteurs de risque psychosociaux qui peuvent générer et qui génèrent donc là une réaction de stress psychique chronique et qui là aussi concourent de façon très importante à la survenue de troubles musculo-squelettiques. Donc ça c'est aussi important, donc on ne traitera pas aujourd'hui maintenant, mais il ne faut pas oublier que globalement les TNMS ou les TMS sont des pathologies à composantes professionnelles, pour celles qui vont nous intéresser, et qui sont des pathologies multifactorielles, multidimensionnelles. Donc voilà, donc moi je voudrais juste replacer ça dans la démarche ergonomique. Dans la démarche ergonomique, il faut s'intéresser à une analyse très systémique de tout ce qui se passe dans l'organisation, dans l'entreprise, donc avec des indicateurs santé qu'on va croiser et qu'on va essayer de mettre en corrélation, en discussion avec les indicateurs de fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être la production, ça peut être la qualité, c'est l'organisation, c'est le rythme, c'est les ressources humaines, c'est l'absentéisme, c'est plein de choses comme ça. Ensuite, il faut, donc à partir de là, on va essayer d'analyser les situations de travail, donc faire de l'analyse de l'activité réelle, ça c'est extrêmement important. Je pense que même pour les dispositifs comme les exosquelettes, il faut vraiment partir de la réalité, savoir comment on peut les mettre en place, à quelles globalement contraintes ils vont pouvoir répondre et dans quel environnement. Donc là aussi, c'est toute la démarche ergonomique. Et à partir de là, quand on a en gros repéré, identifié ces facteurs de risque, on peut essayer de les évaluer. C'est pas on peut, il faut. Et donc là, on peut évaluer tous ces facteurs de risque-là. Et nous, on s'est intéressé, nous, à la charge physique, là, ici, aujourd'hui, de façon spécifique, parce qu'on s'est aperçu que, globalement, moi, les étudiants dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, ils utilisent des outils d'évaluation, mais malheureusement, globalement, il n'y a pas d'interface, entre guillemets, numérique qui peut aider ces évaluations. Donc, il y a 2 outils qui sont utilisés. Il y a une grille INRS qui a été mise en place, qui s'appelle la méthode d'évaluation de la charge physique, qu'on appelle aussi le D6161, pour ceux qui connaissent un peu. Et puis là, il y a une norme sur laquelle on se base beaucoup, qui est la norme NFX 3501 pour tout ce qui concerne la manutention manuelle, la 3509, pardon, ergonomie des manutentions manuelles. Et avec Léa, parce qu'on travaille sur ce projet-là depuis
1 an et demi, en tout cas sur toute la partie e-learning. Et avec tout ce qu'on voyait dans les entreprises, on s'est dit ce serait peut-être bien de mettre en place une application. Et grâce aussi à Fabien Buisseret, de Nomad, quand on lui a proposé justement nous de mettre plutôt des macros Excel pour aider les étudiants, nous avons dit mais attendez, ce qui serait sympa, c'est de faire une application de terrain qui puisse être utilisée directement et qui puisse permettre justement de faire l'analyse sur le terrain des contraintes, mais en se basant sur des outils qui sont validés. Voilà. En gros, l'outil, très rapidement, mais je vais peut-être laisser Léa en parler, et après, on vous propose justement de vous montrer un tout petit exemple, extrêmement rapidement, de façon concrète. Donc, du coup, nous, pour l'application, on est parti d'une norme française, donc la norme NFX 3509, qui est une norme qui permet d'évaluer notamment le port de charges lourdes. Donc, en fait, les charges, donc dans la norme NFX, déjà, on évalue le port de charge à partir de 3 kg. Et c'est considéré comme charge lourde à partir de 5 kg, comme on voit ici sur le schéma. Et dans la norme, en fait, il est précisé 3 zones de référence, donc la zone acceptable, jusqu'à 15 kg, qui est la valeur maximale acceptable. Après, on passe dans la zone sous condition. Donc là, ici, en fait, ça représente un risque accru et ça nécessite une analyse approfondie de la situation de travail. C'est jusqu'à 25 kg. Et ensuite, au-dessus de 25 kg en masse unitaire, on passe dans une zone inacceptable et qui nécessite du coup une intervention tout de suite sur la situation de travail. Ces zones, en fait, elles sont précisées par des conditions de référence, donc elles sont valables par rapport à ces conditions ici. Donc, en fait, c'est par rapport au transport et à la même tension de charge. Donc, à 2 mains, sur des distances inférieures ou égales à 2 mètres, à des hauteurs de prise ou des postes comprises entre 0,75 et 1,10 m, à une fréquence de 1 fois toutes les 5 minutes et dans une ambiance thermique neutre, sol dur, plat, non glissant et sans obstacle. Voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est utilisé par bon nombre d'ergonomes, bon nombre de préventeurs sur le terrain qui vont aller analyser plein de situations. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces valeurs, en fait, ont comme référence justement ces conditions. Ces valeurs ne peuvent être utilisées que dans ces conditions. Et la norme NFX 3509, c'est un outil qui va justement nous permettre d'analyser toutes les situations et toutes ces conditions qui sont rarement en fait retrouvées sur la situation de travail pour déterminer de nouvelles masses. En fait, l'intérêt, c'est qu'on va déterminer les facteurs critiques déterminants des situations de travail. On va vous donner juste un petit exemple après, et on va déterminer au final des masses corrigées, un tonnage corrigé. Donc on aura, en gros, pour l'ergonome, le préventeur, on pourra avoir 2 moyens d'action. Aller identifier les facteurs de risque sur le terrain de l'organisation de l'exécution de la tâche-là. Et si vraiment on ne peut pas bouger, au final, il faudra travailler sur la masse unitaire et sur le tonnage. Donc je le répète, ça c'est vraiment c'est que des éléments de la charge biomécanique, physique de travail. Il y a évidemment d'autres éléments. Et si vous permettez, je vous permets tout de suite de regarder un peu un petit exemple, un petit illustré de l'utilisation de cette application. Mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon? Parfaitement, oui, tout à fait. Donc, je laisse la parole là vraiment à Léa et à Alexis qui, sur cette norme-là, ont développé cette... en tout cas, on commence à développer. Il y aura évidemment plein de... On est juste sur un prototype, là, en fait. Alexis. Donc, ADET est une application dédiée à l'ergonomie des postes de travail. Donc, c'est une application web qui sera encore en développement, qui sera disponible sur ordinateur, tablette et téléphone. Elle nécessitera une connexion Internet et sera accessible via une adresse web. ADET nous permettra de repérer et hiérarchiser des postes de travail au sein d'une entreprise et d'évaluer des situations de travail qui peuvent présenter des risques de troubles neuro-musculo-squelettiques. Ouais. Ce qu'on le peut souligner également, c'est que Alexis, avant de commencer à travailler, on a fait une petite étude. On a essayé d'interroger un maximum d'ergonomes et de préventeurs sur le terrain, à la fois en France et en Belgique. Et au final, les outils qu'ils utilisent le plus sur le terrain pour évaluer la charge physique biomécanique de travail, justement, c'était le D6161 ainsi que la norme NFX 3509. Voilà, donc on est vraiment parti de cet outil qui est utilisé sur le terrain, mais pour lequel il n'y avait aucune application dédiée. Donc, cette application elle s'adressera aux acteurs de la prévention, comme on dit tout à l'heure, donc par exemple les responsables HSE, les ergonomes, les préventeurs et j'en passe, mais elle s'adressera également aux autres profils métiers, enfin les non-experts, car cette appli leur permettra de se former dans le domaine de la prévention. C'est vrai que l'intérêt, c'est de rendre
utilisable une norme qui, franchement, les normes, souvent, c'est très compliqué, c'est pas très facile, c'est pas marrant. Ben là, les intervenants de terrain qui veulent faire la prévention pourront y avoir accès un peu plus facilement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc du coup, pour la démonstration de l'application, Alexis jouera le rôle en fait d'un responsable HSE et moi je jouerai le rôle en fait de l'opératrice picking qu'on verra ensuite dans une petite vidéo. Donc là, on rentre le nom d'évaluateur, le nom de l'entreprise. Donc là, en fait, au début, on a mis quelques questions pour guider l'utilisateur pour savoir s'il utilise bien la bonne norme en fait, par rapport à sa situation de travail. Donc par exemple, ici, comme je disais tout à l'heure, la norme NFX s'applique que dans les situations où les charges sont supérieures ou égales à 3 kg. Il demande également en fait, si on souhaite identifier et hiérarchiser les postes de travail. Donc en fait, ici, on n'a pas le temps de... cette partie sur le repérage, la hiérarchisation des postes de travail est en cours. Mais en fait, on va mettre un petit guide pour aider l'utilisateur pour savoir s'il souhaite repérer et hiérarchiser des postes ou s'il souhaite directement rentrer dans l'évaluation. Donc là, ce qu'on vous montre juste, c'est une petite partie qui est, en gros, l'idée à terme, serait de pouvoir avoir cette appli-là pour faire une cartographie de toute une entreprise, par exemple. Mais là, on va juste vous montrer comment on peut l'utiliser au niveau de l'évaluation d'une situation de travail. Donc du coup, la norme NFX, elle s'applique... Bon, passe vite sur ça, puisque ça, Léa, vous l'avez expliqué juste avant sur les conditions de référence. Donc, pour la démonstration, je vais jouer le rôle d'évaluateur et je vais évaluer une situation de Catherine qui travaille dans l'entreprise Transmicol. C'est ça. Plus précisément, Minois. Donc, elle travaille dans le secteur du magasin. Elle évolue au poste des magasinières. Et la situation qu'on va évaluer, c'est celle qui se rapporte au picking. Voilà, donc situation, on va vous montrer une petite vidéo d'une vraie situation de travail dans une vraie entreprise que l'on connaît un petit peu. Évidemment, on a scénarisé un peu tout ça. Mais c'est une vraie entreprise de transmission agricole où il y a du picking, quoi. Et donc, dans le secteur de la logistique et des manutentions, c'est évidemment extrêmement important. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 42 ans, je travaille 8 heures par jour, également 2 autres qui, eux, font grand embrayage. Mon métier consiste à recevoir des commandes passées par la ligne de production pour des pièces détachées nécessaires à l'assemblage du système de transmission. Je prépare ces commandes dans le secteur magasin où je prélève et rassemble les articles demandés sur un chariot que j'envoie ensuite à la ligne de production. Je répète cette opération plusieurs fois par jour. Entre-temps, je me rends dans le secteur stockage pour récupérer des articles afin de réapprovisionner les racks du magasin. Regardons en détail le réapprovisionnement des racks du magasin. Donc là, on va voir la vidéo. Je réapprovisionne les racks pendant 4 heures. Ici, il s'agit de pièces détachées dans un bac bleu. Je prends le bac bleu à une hauteur de prise mesurée à 85 cm avec une profondeur entre le bac et moi de 50 cm. Ensuite, je déplace le bac, qui pèse 13 kg, à deux mains sur une distance de 4 mètres. Je dépose le bac sur l'étagère du rack qui est à 48 cm du sol. La profondeur de dépose comprise entre le bac et le rack est de 0 cm. Au total, je dois déposer minimum 20 articles par heure sur les racks. Une fois le bac déposé, je scanne les codes produits du bac et du rack, puis je retourne au chariot. Donc là, on va vous faire la cotation du poste en direct. Donc je répète, nous on n'a rien inventé, on est parti des normes qui sont utilisées, enfin de la norme qui est utilisée couramment. Quel âge avez-vous, Catherine? 42 ans. Vous êtes droitière ou gauchère? Droitière. Avez-vous une formation particulière? Non, je n'ai pas de formation spécifique. On a essayé aussi de donner d'autres informations pour essayer d'avoir une évaluation vraiment plus globale qui tient compte également d'éléments sur la formation qui pourraient intervenir, et on le reverra aussi par la suite dans le reste de l'application. On a essayé vraiment d'avoir une analyse ergonomique un peu plus complète, même si elle reste encore grossière. Depuis combien de temps travaillez-vous à ce poste? Depuis 9 mois. Donc ici, je vais inscrire 0, étant donné que 9 mois est inférieur à 1 an, et ici, on parle en année. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise? Ça fait 2 ans. Ouais.
Quelle est la tâche que vous réalisez? Alors là, vous voyez, regardez, typiquement, les questions qu'on pose, en fait, c'est dans l'analyse d'une situation ergonomique, on pose toujours quoi, le comment, avec qui, avec quoi et la dimension temporelle. C'est pour amener l'investigateur à élargir un petit peu sa focale et à ne pas rester centré uniquement sur la masse ou sur la posture, quoi. Donc, on va passer assez vite sur ces éléments-là, et à chaque fois, vous aurez l'infobulle qui vous permet de préciser justement qu'est-ce qu'on attend comme élément d'information par rapport à cette analyse ergonomique. Donc là, ici, j'approvisionne les racks du magasin. Oui, clairement, ouais. Ensuite, comment réalisez-vous cette situation? donc, je prends un bac bleu qui contient des pièces détachées pour les systèmes de transmission, que je transporte, que je déplace jusqu'au rack, où je dépose sur le rack. Et après, je scanne les codes produits du bac et du rack pour synchroniser le logiciel. Et ensuite, je retourne au chariot pour m'occuper d'une autre charge. Avec qui réalisez-vous cette tâche? Moi, je suis toute seule pour faire le rapprovisionnement. Avec quoi réalisez-vous cette tâche? Donc, du coup, j'ai un chariot, j'ai les bacs qui contiennent une pièce détachée, j'ai également une scanette, j'ai également des EPI de style gilet jaune, gants et chaussures de sécurité. En rapport avec les dimensions temporelles, comment travaillez-vous? Quels sont vos horaires? Donc, je travaille en 3-8, je fais 8 heures par jour. Pour l'approvisionnement du rack, je mets environ 4 heures. Et je dois déposer au minimum 20 articles par heure. Donc là, si on veut, il y aurait d'autres commentaires à mettre. Là, on essaie d'aller vite pour ne pas vous embêter. Et puis, à partir de là, Alexis, parce que dans la norme, on peut aussi, il y a toute l'activité de pousser, tirer, qui est importante pour le risque, enfin, qui fait partie des manutentions. Mais pour l'instant, on n'a pas traité ça. On va directement aller sur la manutention manuelle. Là. Et à partir de là, on arrive sur la situation de travail. Donc là, on va scorer, on va coter vraiment le poste. Quelle est la masse de la charge que vous manipulez? 13 kg. Donc là, on rentre la masse. Donc ensuite, on a pu mesurer dans la vidéo, on a pu voir les différentes distances qu'on a pu mesurer probablement. Donc ici, la hauteur de prise était de 85 cm de haut. La profondeur, elle, était de 50 cm. Donc ça, c'est la profondeur sur le chariot au final où elle le prend. Et là, on pourrait mettre également si c'était une main ou deux mains. Sachant que si c'est une main, du coup, il y aura un coefficient de correction en plus dans toute l'étape d'évaluation. Il faut bien comprendre que tous ces éléments-là sont corrélés à des coefficients de correction dans des ABAC de la norme et qui vont justement, si on a une situation très favorable, le coefficient est 1, et plus la situation va être défavorable, et on ne vous donne pas le détail de l'ABAC, on va descendre jusqu'à 0,4. 0,2 pour les distances de déplacement. Donc ici, la distance entre le chariot et le rack s'élève à 4 mètres. La hauteur de dépose, elle, s'effectue à 48 cm d'ici. La profondeur de dépose, étant donné que le bac était posé au bord du rack, donc on va indiquer 0 cm ici. Et après, on va avoir trois éléments sur les conditions. On va scorer, mais vous pouvez le faire, Alexis. On va scorer les conditions d'exécution autres de la tâche. Mais là encore, c'est les recommandations de toute cette grille d'analyse. Donc, par exemple, les poignées. Dans la situation, les poignées n'étaient pas adaptées parce que l'opératrice avait du mal à saisir les poignées à cause des pièces à l'intérieur des bacs. Elle avait une profondeur de prise supérieure à 40 cm. Elle pouvait déposer des articles en dehors de sa zone d'atteinte, donc en hauteur ou même bas, très proche du sol. Et au niveau de sa posture, de sa position, elle était souvent à genoux ou vraiment en extension. Et sa charge était également instable dans les bacs parce que les pièces, elles bougeaient quand elle déplaçait la charge. Ouais, alors ça, pour la charge instable, évidemment, c'est parce qu'on a posé la question à l'opératrice, parce qu'on ne peut pas le voir sur la vidéo, évidemment. Donc ça, c'est les premiers éléments sur les conditions d'exécution. Ensuite, on interroge sur les conditions de l'environnement. Avant, il y a un récapitulatif de nos charges. Nous, dans notre situation, on n'a pris qu'une charge, mais il peut y avoir plusieurs charges, donc du coup, on peut rajouter des charges au fur et à mesure de l'évaluation. Voilà, donc là, vous avez vu qu'une ligne, mais pour un poste de travail, on pourrait avoir autant de lignes que de situations de travail. Après, je dirais que c'est à l'investigateur de savoir s'il prend une situation la plus critique, s'il prend les situations les plus représentatives, la plus faible. Ça, après, je dirais que c'est à laisser au libre cours et ses démarches de manœuvre pour l'ergonome ou l'investigateur de la situation.
Une question, on va poursuivre. Donc, une fois qu'on a fait toute cette cotation sur les charges, Donc, tout d'abord, on va pouvoir aller sur justement le tonnage et ensuite on ira sur les conditions d'environnement et d'organisation. Combien de temps consacrez-vous à cette tâche par jour? donc je fais de l'approvisionnement pendant 4 heures. Et donc, on a pesé le total des charges manutentionnées durant ces 4 heures, et ça s'élevait à 800 kg, donc soit 0,8 tonnes. Donc là, c'est le tonnage Donc là encore, hein, il y a les grilles, il y a les valeurs qu'on vous a données tout à l'heure, et puis à la fin, il y aura le diagnostic en fonction du repère, enfin des différences entre les recommandations et puis la situation réelle. Et là, on score les conditions d'environnement de la tâche. Donc là, tout ce qui est contraignant. Donc ça va concerner toutes les contraintes thermiques, les contraintes lumineuses, il y a également les contraintes acoustiques. S'il y a des vibrations, de la poussière, si les sols sont dégradés, si la pièce est encombrée. Non, pardon. S'il y a de l'espace pour manœuvrer, en fait, également. Et s'il y a des obstacles. Donc sur les contraintes thermiques, acoustiques, on sait hein, qu'il y a des valeurs, enfin il y a des recommandations en tout cas sur le bruit haut. Là, il n'est pas question de rentrer dans ce détail-là. C'est-à-dire qu'il faut interroger le salarié, l'opérateur qui subit cette astreinte-là, en lui demandant si globalement l'environnement thermique est gênant, oui ou non, pourquoi. Pareil pour l'environnement acoustique. Mais ça permet en tout cas d'avoir une vision un peu plus large que simplement le port de charge. Là, Alexis, il a saisi toutes les contraintes en fait, de l'opératrice, mais pour aller plus vite, du coup, vous lui met directement les contraintes. Dans les contraintes d'organisation, on va retrouver les contraintes de temps, les marges de manœuvre, enfin, s'il y a des marges de manœuvre réduites, s'il y a une multiplicité des tâches, et si on attend de l'opérateur des exigences qualité. Voilà, donc là, c'est tout ce qui concerne, en gros, la pression temporelle. On sait aussi que porter une charge, si on a le temps, ou porter une charge, si on est sous pression, si on est payé au rendement, si on est globalement soumis à un certain stress au niveau du temps ou dépendant d'une organisation ou d'un flux X ou Y, bref, là, on sait bien que le comportement gestuel va être évidemment différent et les tensions musculaires également, donc ça, on l'intègre sous cette forme-là. Mais là encore, hein, c'est de toute façon dans les recommandations de l'outil NFX 3509. Et ensuite, on a un tableau récapitulatif, donc avec notre masse qu'on a transportée dans la situation, les 2 coefficients de correction qui ont été retenus, parce qu'en fait, dans la norme, donc, parmi toutes les contraintes qu'on aurait identifiées, seules en fait 2 contraintes, enfin, on nous appelle du coup les 2 contraintes les plus contraignantes. Les plus contraignantes sont retenues, en fait, c'est celles qui sont les plus pénalisantes. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, en fait, les coefficients, ils vont de 1 jusqu'à 0,2. Et du coup, on retient les 2 plus pénalisants. Ici, c'était les contraintes d'exécution et les contraintes d'environnement. Et grâce à ces coefficients et ces contraintes, en fait, on peut calculer la masse corrigée, en fait, dans ces conditions avec les contraintes. Quelle masse devrait, en fait, transporter l'opératrice au maximum. Donc là, ici, en fait, dans cette situation, à la place de porter une masse de 13 kg, elle devrait porter normalement maximum que 7 kg 300. Donc là, ce que vous n'avez pas vu, c'est tous les coefficients qui sont dans les normes et dans les ABAC, mais justement, c'est l'intérêt de l'appli, c'est que là, globalement, l'investigateur n'a plus à se coltiner, entre guillemets, permettez-moi l'expression, l'utilisation assez abscon et ardue de cette norme-là. Voilà. Mais on va voir que l'intérêt, c'est pas simplement de préconiser une masse, donc la charge, qui serait optimale dans cette condition-là, mais c'est de repérer justement les critères. Et donc là, c'est ce que nous montre Alexis, c'est qu'on va voir apparaître, par contre là vous connaissez l'autre, on ne voit pas, on va voir apparaître, non, il faut baisser Alexis, je ne vois pas là, c'est ça qui me gêne. Voilà, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit ici, en tout cas voilà, pour une situation de travail, un poste, on va avoir les facteurs verts qui sont plutôt les facteurs qui sont bien, qui sont adaptés, et tout ce qui est en rouge ici, donc on ne va pas voir le détail, mais on retrouve en fait globalement le diagnostic du poste et de la situation de travail. Voilà. En fait, on a vu dans l'application que l'évaluateur ne tient pas compte seulement que des facteurs les plus pénalisants, mais qu'il ait aussi une vue en fait, sur les autres points en fait, à améliorer sur le poste de travail. Là, on voit bien le numérique, on voit bien finalement en quoi finalement ce numérique peut simplifier la démarche d'ergonomie et puis proposer finalement des diagnostics beaucoup plus rapidement. Et donc, en effet, je pense améliorer l'intégration de cette démarche finalement dans cette entreprise. Alors justement, on a une question de Johanna Pantier dans la conversation, et qui était intéressée par cette approche, et qui demandait quand l'application serait-elle disponible, et qu'elle serait curieuse de la tester finalement en milieu agricole.
qui pareil, donc... Alors, donc là, juste en remarque, ce que vous avez vu là sur une situation, il faut bien savoir que nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça peut être quelqu'un dans une entreprise ou un prestataire ou un cabinet de service qui va dans d'autres entreprises et qui puisse faire ce diagnostic-là sur plein de postes et qu'au final, pour une entreprise, on ait une sorte de cartographie, vous voyez, une cartographie de toutes les problématiques de manutention manuelle, de port de charge et donc de risque dorsaux lombaires, en tout cas uniquement sur la partie charge physique. Pour répondre très clairement à la question, Alexis continue le développement, parce que là ce qu'on vous a juste montré, c'est le prototype. Là, il faut qu'on finisse le développement et on espère que pour le mois de septembre, on l'aura fini et qu'à partir du mois de septembre, on pourra le faire héberger et qu'ensuite, on va passer à une phase test avec des responsables, des ergonomes en entreprise ou sur toute situation de travail pour qu'on puisse avoir des retours pour améliorer en continu cette application-là. Donc, on espère, allez, je dirais qu'en septembre-octobre prochain, on puisse, de toute façon, cette application sera libre, sera accessible sur la plateforme, enfin, elle ne sera pas sur la plateforme Nomad, mais le lien sera sur la plateforme Nomad, parce que d'un point de vue technique, elle doit être hébergée sur un serveur OVH, c'est ça, Alexis? C'est ça. Bon, moi, je ne connais strictement rien, hein, on va être très clair, mais en tout cas, à partir de la plateforme Nomad, donc pour répondre à la question, dès que ce sera hébergé, il y aura un lien sur la plateforme Nomad et n'importe quel responsable pourra aller utiliser cette application qui sera globalement, enfin, qui sera gratuite en tout cas. Ouais, je me permets du coup peut-être de compléter. Donc effectivement, depuis Nomad, encore une fois, vous retrouvez les fameux pôles du projet. Dans un des pôles, on retrouvera cette application avec un lien direct à la plateforme, donc qui sera effectivement hébergé du côté de l'université. Comme ça, ils auront la main mise dessus pour faire justement peut-être des améliorations par après si nécessaire. Donc tout sera bien référencé sur la plateforme. En tout cas, un grand merci à l'équipe Damien pour cette démonstration qui était très très parlante et qui permet vraiment de bien comprendre l'intérêt de l'application Adept et d'avoir une bonne perspective là-dessus. Alors, ça me permet éventuellement de faire une transition parce que là, en effet, on a un outil diagnostique avec des préconisations. Moi, je voulais me poser la question justement dans ce cadre d'entreprise, comment Bodyfeed et comment donc la Gravity Wave pouvait être éventuellement un élément du dispositif pour justement éviter ce genre de pathologie. Donc comment Bodyfeed en fait envisage son positionnement pour faire de la prévention de TMS au sein de l'entreprise. Jérémy, tu veux dire quelques mots? Je compléterai. Oui, tout à fait. Alors, nous, effectivement, on est vraiment dans la solution. On va avoir besoin aussi de diagnostic. C'est pour cela que la solution développée a un grand intérêt. Nous, on souhaite mettre en place notre dispositif finalement dans l'environnement de travail et pas seulement donc, une intervention sur le poste de travail en lui-même. Donc, ce que je propose, c'est de partager mon écran déjà pour vous présenter le dispositif. Je pense que vous avez le visuel. Tout à fait. Oui. Donc Gravity Waves, le nom du dispositif développé donc, par Bodyfeed. Donc Antoine Boucher ici présent est le porteur du projet. C'est un ensemble de partenaires déjà qu'on tient aussi à remercier, dont l'université de Reims-Champagne-Ardenne, où j'ai moi-même effectué un master en ergonomie il y a quelques années. Donc tout d'abord un rapide retour sur l'histoire de Bodyfeed. Donc c'est un projet qui a été soutenu par un incubateur d'entreprise, l'incubateur Rimbotech à Charleville-Mézières. La société a été créée en 2018 avec une première maquette industrielle. Et de 2018 à 2019, il y a eu une grosse phase de développement technique pour arriver à un premier prototype, puis à un deuxième prototype. Sur l'année 2020, on a continué le développement, la conception de la partie numérique et électronique du dispositif. Nous sommes arrivés à une version 3. Et aujourd'hui, on arrive à un prototype numéro 4 qui est fonctionnel,
qui va pouvoir faire l'œuvre de tests d'usure, d'expérimentation, d'essais cliniques, en vue de l'obtention du marquage CE et d'une mise sur le marché. Donc on aborde vraiment la phase de validation de notre produit. Bien entendu, au cœur de l'entreprise, c'est le dispositif qui est vraiment au cœur de l'entreprise, donc Gravity Waves, qui combine à la fois une déclivité donc, via un ensemble de structures mobiles pour bénéficier d'une force de traction par la gravité. Il y a également des vibrations donc contrôlées qui sont émises directement au niveau des pieds du patient ou de l'utilisateur et qu'on va pouvoir vraiment contrôler très finement via un logiciel. Donc ce logiciel qui offre vraiment un aspect connecté à la table, soit en Wi-Fi ou en filaire, suivant l'environnement, va permettre également de créer des programmes sur mesure, donc par un professionnel de santé, afin d'être dans cette notion d'ergonomie. Ce que je vous propose, c'est de vous partager donc, une vidéo du dispositif Gravity Waves en mouvement, avec comme cobaye Ahmed Boudera qui a participé à une présentation le 29 juin dernier. Donc comment le dispositif fonctionne? On a un ensemble de 5 coussins centraux qui vont pouvoir venir se lever et s'incliner pour s'adapter au mieux à la personne. On a un module vibratoire donc au niveau des pieds où le patient, l'utilisateur, est attaché. Et on a également finalement un ensemble mécanique avec une base de châssis qui peut venir se scinder en deux parties afin d'incliner le châssis support des membres inférieurs de -8 à +8 degrés et le châssis support tronc à -15 degrés. Donc toute l'idée est de venir créer des positions adaptées à la personne, d'utiliser la gravité comme une force de traction naturelle et non invasive afin tout simplement de réhydrater les disques intervertébraux et donc réduire ces forces compressives sur les disques qui peuvent avoir lieu lors de manutention. Donc on a vraiment la possibilité de jouer sur chaque structure, hein. C'est un ensemble de 20 actionneurs qui va permettre cela. On a les vibrations donc, émises au niveau des pieds contrôlables de 0 à 25 Hz avec une amplitude également ajustable sans problème. Donc on peut très bien utiliser la solution sur le dos, mais également sur le ventre. Chaque coussin est sur rail pour faciliter cette élongation. Sur le ventre, on a d'autres possibilités presque plus thérapeutiques pour vraiment agir sur la mobilisation de la colonne vertébrale. Donc on peut venir créer des ouvertures. Donc toute l'idée de mobiliser le corps, donc on pourrait très bien retrouver notre dispositif dans un environnement sportif ou dans un environnement d'entreprise, proposer aux salariés vraiment un temps de repos, de détente. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où techniquement ça fonctionne très bien. On a des premiers retours très intéressants aussi de la part de professionnels de santé ou de responsables ressources humaines et autres. Mais on se doit de valider les effets attendus. Donc pour cela, tout un plan de recherche est imaginé avec l'objectif de valider les effets attendus de notre dispositif et d'être en constante évolution au niveau technique.
Donc, ce que l'on peut attendre, c'est une prévention des troubles musculo-squelettiques, une amélioration du bien-être et de la qualité de vie, une réduction du risque de blessure et une réduction de la douleur chez le patient souffrant de lombalgie. Pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, une convention industrielle est en place avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, dont le sujet est de déterminer les actions de synergie biomécanique et neurophysiologique induites par le dispositif Gravity Waves. Plusieurs expérimentations sont envisagées. Dans un premier temps, une expérimentation sur une population saine en conditions standardisées de laboratoire, dont l'objectif va être vraiment d'évaluer les effets de cette combinaison vibration et déclivité sur le corps humain, notamment sur le confort, la stimulation musculaire via des mesures EMG. Une deuxième expérimentation vise à évaluer l'efficacité du dispositif sur le bien-être et la qualité de vie au travail, sur une population avec de fortes contraintes, donc au plus proche des usagers. Donc on pourrait très bien justement utiliser cette application ADEPT, en tout cas pour avoir des informations plus précises sur les personnes avec de fortes contraintes dans une entreprise. Enfin, la dernière phase d'évaluation, c'est dans le parcours de soins, donc sur des patients qui souffrent de lombalgie, avec comme objectif d'évaluer l'efficacité du dispositif dans une prise en charge médicale. Donc voilà pour faire assez rapide sur la présentation de notre solution. Toute l'idée, c'est de pouvoir échanger aussi avec vous, je pense. Donc s'il y a la moindre question ou autre, on reste à votre disposition. Peut-être Antoine, tu voulais rajouter un mot? Peut-être qu'on peut reprendre un petit peu l'historique de Bodyfit. Donc effectivement, moi je m'occupe de soigner des gens qui souffrent du dos depuis de très longues années. Et donc devant cette demande, je me suis vivement interrogé sur ce qui pourrait déjà enrayer un petit peu ce que j'appelle toutes ces architectures construites face à la gravité et puis à l'accumulation de stress, etc. Et tout ça résulte vers une accumulation, on va dire, de micro-fixations mécaniques qui finissent par devenir très invasives à la longue. Et donc, Bodyfit me semble être une réponse en aval des troubles musculo-squelettiques, en particulier ceux de la colonne vertébrale. L'idée aussi était de combiner effectivement cette décompression essentiellement en utilisant la gravité, mais sans traction forcée, simplement mettre la personne en déclivité et puis ajouter à cela, si nécessaire, la vibration comme intervenant, comme un stimulateur, on va dire, plus généralement les neurorécepteurs. Et ce qui ressort en fait des premiers ressentis, si vous voulez, qu'on a pu remarquer lors de nos prises de mesure avec certaines personnes, c'est d'abord que la table est quand même facile d'utilisation. Elle peut prendre en charge à la fois des personnes saines, bien entendu, mais aussi des personnes qui souffrent déjà de situations difficiles au niveau de leur dos. Pourquoi? Parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est douce. Et puis, leur témoignage est assez intéressant. Ils disent tous que d'abord, voilà, c'est agréable. Ça reste très
très confortable d'utilisation. Et puis en descendant de la table, il se passe pratiquement chez tous ceux qu'on a pu mettre sur la table ici, bon, ils parlent spécifiquement de leur ressenti et d'une véritable stimulation et en même temps de relaxation. Et donc, c'est très, très intéressant. Et on a eu des témoignages postérieurs, plusieurs jours après, de ces gens qui étaient passés sur la table et qui nous disaient également que certaines petites douleurs ressenties le matin en se levant avaient disparu, qu'ils avaient vraiment ressenti une rectitude qu'ils avaient perdue depuis pas mal de temps, etc. etc. Alors, tous ces témoignages sont en effet très encourageants parce que à la fois ils montrent le caractère libérateur du soin et effectivement, comme le disait Jérémy, nous voulons passer effectivement par les contrôles nécessaires qui feront aussi la valeur à la pérennité de l'entreprise, qui, je le rappelle, est française et puis ardennaise, enfin, fait partie de la région Grand Est et donc aussi, par-delà, fait aussi partie du réseau frontalier. Et donc, j'espère que tout le monde va jeter un petit regard sur Bodyfit parce que nous sommes une jeune entreprise et jusqu'ici, on a dépensé pas mal d'argent. Puis là, ça serait bien qu'on commence à gagner assez vite parce qu'on ne va pas trouver d'investisseurs sinon. Donc, je sais bien que projet, c'est pas l'objet, je sais que c'est pas tout à fait l'objet de cette réunion, mais j'en parle quand même. non, en tout cas, le projet de Bodyfit de cette gravity wave suscite beaucoup de questions dans la conversation. J'en avais aussi de mon côté, mais j'en vois beaucoup défiler. Une première question, peut-être plus sur l'usage, ou en fait, quelle est finalement la durée après une journée de travail ou une compétition, un entraînement, combien de temps sur la table pour une séance de décompression? Moi, je pense que selon les usages, enfin selon les besoins, le maximum sera de 8-9 minutes sur la table. On peut imaginer aussi des programmes un peu plus courts, mais selon soit les pathologies, soit les usages. Si vous avez quelqu'un en bonne santé, sportif, qui veut récupérer rapidement, je pense que quelques minutes, en 5 minutes, il fera le travail d'une demi-heure d'étirement, quoi. Alors, une question peut-être plus technique de la part de Frédéric Tellier, c'est sur finalement les paramètres neurophysiologiques ou biomécaniques qui vont servir finalement à valider, je dirais, le bénéfice de la Gravity Wave. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de contrôler la table, de contrôler les vibrations, etc. Il nous reste certainement du chemin à faire. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait coupler, enfin, je pense que petit à petit, on pourra coupler à la fois les programmes avec à la fois les pathologies correspondantes, mais aussi l'anatomie de chaque patient. Bon, c'est pas pour le mois prochain, mais ça fait partie des programmes de recherche que je verrais bien pouvoir se faire parce que il est certain que quelqu'un qui va être en charge, enfin qui va porter très lourd toute la journée, pourra bénéficier de cette décompression rapidement, de manière autonome dès l'instant où la table sera en entreprise, par exemple. Mais tout ça aussi sous le contrôle d'un praticien de santé. En fait, on peut très bien imaginer, la table peut très bien être muni effectivement d'un récepteur avec le programme personnalisé du patient dans son téléphone ou sur une carte USB. Les paramètres scientifiques, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément, puisqu'en fait, c'est un outil au service de différentes pathologies. Et voilà ce que je dirais aujourd'hui. Nous en sommes là. C'est sûr que il est certain que si on arrive un petit peu à décomprimer la structure, on va libérer un petit peu le circuit neurologique, bon, en partie.
on va prendre aussi l'aspect confortable qui va amener quand même aussi une forme de bien-être qui ne sera pas négligeable. Il y a énormément de paramètres scientifiques, donc je ne serai pas le seul à les déterminer. Et cet outil peut à la fois, à mes yeux, en tous les cas, a une véritable utilité en prévention au niveau de l'entreprise et aussi au niveau curatif, aussi bien dans le traitement des lombalgies, mais je pense également à vraiment une utilité dans les outils de récupération, de rééducation, y compris sur certaines maladies dégénératives type Parkinson, où les gens ont perdu de la mobilité, ont perdu aussi de l'équilibre. La combinaison, en fait, de la déclivité plus de la vibration, de par toutes les études scientifiques qu'on a pu observer jusqu'ici, montre que on peut faire l'hypothèse de nombreux résultats. Bien entendu, tout cela devra faire partie d'études cliniques. Oui, c'est ce qui est travaillé en cours actuellement, si je comprends bien. En effet, il y a cette phase d'expérimentation. Alors, dans la perspective de la commercialisation de la Gravity Well, on a une question de Céline Gain qui se pose la question de cette table serait fournie avec des pré-programmes, ou quel serait le niveau d'expertise pour pouvoir finalement proposer ce dispositif dans le cadre d'une entreprise? Est-ce qu'il faudrait avoir, je dirais, des compétences pointues en ergonomie, en physiologie, en anatomie, ou en fait l'outil serait fourni avec des programmes facilitant finalement son déploiement? Ouais, je pense qu'en entreprise, dans un premier temps, on sera, ne serait-ce que de par la loi, contraint de proposer des programmes tout faits, qui seront essentiellement basés sur la hauteur du patient. Et puis, à l'intérieur de cette entreprise, si elle bénéficie effectivement d'un personnel de santé, on pourra imaginer, avec un peu de formation aussi, que le logiciel en fait se libère. C'est-à-dire que l'intervention des professionnels de santé prendra tout son sens face à l'environnement de l'entreprise. Ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'application que nous avons montré tout à l'heure, montre bien l'intérêt et le regard d'observer effectivement dans quel environnement on se trouve. C'est l'essence, quoi. Ouais. Donc, moi, je vois ça comme ça. Donc, dans un premier temps, effectivement, ne serait-ce que pour des raisons économiques où on va avoir besoin de survivre, on vendra peut-être on va vendre des tables avec des programmes tout faits. Mais tout ce qu'on souhaite, effectivement, c'est cette corrélation entre qu'elle passe un étage ensuite, et puis que ce soit le praticien de santé qui est responsable, qui manage chaque individu dans l'entreprise. Alors justement, vous évoquiez cette utilisation dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre éventuellement de structures sportives, et on a une question d'Anne-Marie Devève concernant le milieu hospitalier. Est-ce que c'est aussi un secteur, un champ finalement d'utilisation que vous avez envisagé pour la Gravity Well? Complètement, parce que vous savez, Gravity Well, en fait, il a une ergonomie souple, et donc je le vois très bien être utilisé au niveau de la rééducation. Je le vois bien utilisé aussi dans le traitement de maladies circulatoires, par exemple, et circulation et drainage, par exemple. J'ai évoqué Parkinson tout à l'heure, dans le cadre aussi d'une rééducation. Il y a une multitude de pathologies envisageables. C'est un outil, c'est pas une solution entière, c'est une solution c'est une solution qui va faciliter et qui va réveiller aussi des fonctions simples, des fonctions physiologiques
normale et un retour vers la normalité. Et donc, elle va faciliter, si vous voulez, c'est un facilitateur de l'IFID, aussi bien sur le plan physiologique que mécanique, etc. En tout cas, merci pour cette Arrêtez un présentation. peu très clair, j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, mais bon. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, lié à Gravity Waves, on a deux logiciels complètement différents. Un logiciel vraiment axé opérateur de santé, donc kinésithérapeute ou rhumatologue ou autre, où finalement le professionnel de santé a une grande liberté dans la conception de ces programmes de soins. Et il y a une autre version de logiciel où Bodyfeed conçoit des programmes prédéfinis, plus classiques et adaptés à un plus grand nombre dans le cadre de l'entreprise, par exemple. Donc finalement, le manutentionnaire pourrait très bien accéder à son programme en direct et lancer son programme pendant sa pause, par exemple. D'accord. De façon vraiment à rendre l'outil assez bien installé dans l'entreprise et puis facile à utiliser de façon à ce que, en effet, en fin de journée ou pendant la pause, profiter d'une séance finalement de décompression. En tout cas, merci pour cet éclairage qui était vraiment bien illustré aussi. Alors, j'aimerais pouvoir maintenant passer la parole à Lionel Giovanelli puis nous appuyer sur son expérience d'ergonome à la SNCF et d'avoir ses réactions par rapport à ce qu'on a finalement évoqué jusqu'à présent et peut-être aussi éventuellement faire une ouverture sur les exosquelettes qui sont sa spécialité. Alors oui, donc moi j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'on a vu. Donc avant de présenter, je vais faire quelques petites compléments, remarques ou idées qui me viennent. Effectivement, la 3509, c'est une norme incontournable. Moi je l'utilise, je dis pas tous les jours parce que je fais plus beaucoup d'études de poste, mais dès qu'il y a de la manutention, moi je parle de la 3509. J'ai conçu des chariots qu'à partir de la 3509. J'ai conçu des supports de pièces, des racks, etc., qu'en prenant la 3509. Voilà, parce qu'en fait, rien qu'avec la 3509, on n'est pas obligé de faire de l'analyse de l'existant. On peut déjà se dire, eh bien, effectivement, j'ai des charges de telle dimension, tel poids. Ben, si je dois les stocker, les manutentionner, etc., ben, quelles règles puis-je respecter? Eh ben, on prend la 3509, ça marche très bien. Donc, dans votre solution adepte que je trouve géniale, prévoyez la possibilité pour des gens qui sont concepteurs du travail de se dire, eh ben voilà, j'ai besoin de pouvoir, j'ai ces pièces-là à stocker, à quelle hauteur c'est le plus judicieux de le mettre, et bien avec la 3509, on peut trouver des éléments de réponse. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En revanche, ce que je trouve qui manque, et bon, là, c'est la 3509, il n'y a pas tout dedans, malheureusement, c'est justement cette notion sur la motricité. Parce que c'est bien d'avoir un port de charge, c'est bien d'avoir des éléments comme ça, mais pour moi, il y a aussi la notion de la motricité. 10 kilos tenus à bout de bras, c'est pour moi beaucoup plus contraignant et beaucoup plus traumatique qu'une cinquantaine de kilos qu'on est vraiment le plus proche du corps. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à essayer de dépatouiller un peu tout ça. Et nous, dans le train, dans la maintenance du train, on a des pièces qui vont en gros, qui ressemblent à un téléphone, et puis on a des pièces qui vont une centaine de kilos, et on n'a pas de moyens d'aide à la manutention. Donc ça veut dire on est obligé de le faire avec le corps. Donc, pour bien sûr une centaine de kilos, on ne fait pas seul, on le fait à deux personnes. Mais voilà, parce qu'on n'a pas de place, donc il faut qu'on se débrouille autrement. Donc, cette notion de motricité, elle est très importante. Donc là-dessus, je vais vous présenter juste un petit peu, je vous parlais d'ergomotricité. Donc là, je vais vous présenter, non pas l'ergomotricité, mais une synthèse un peu plus évoluée qu'on appelle les principes organisateurs. Et en fait, moi, quand j'aborde la motricité au travail, j'aborde plusieurs choses. Déjà, certains postulats, la première chose, c'est se centrer par rapport à ce qu'on fait. Et là, en fait, il y a deux notions qui sont très intéressantes. La première notion, c'est que plus on sera face à son centre de gravité, plus on travaillera devant soi, moins on sera décentré, plus on diminue le bras de levier entre où on travaille et le centre de masse, donc moins il y a d'efforts. Ça, c'est la palissade, mais quelque part, ce n'est pas toujours possible. Mais dans la mesure du possible, et si rien ne s'y oppose, il faut essayer de travailler comme ça. L'autre point sur le fait de se centrer par rapport à la tâche réalisée, c'est que quand on réalise une tâche, on doit être à ce qu'on fait. On ne doit pas penser au match de foot de la veille ou ce que l'on va faire le week-end prochain. On doit être concentré aussi également sur ce que l'on fait. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Deuxième postulat qui est pour moi fondamental, c'est le placement du corps doit être un prérequis à l'action et non l'inverse. C'est-à-dire, je dois positionner mon corps
le mieux possible, de façon à pouvoir agir le plus efficacement possible, tout en se préservant. Il ne s'agit pas d'agir, et puis le corps, il se placera comme il pourra, parce qu'on n'y a pas pensé avant. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et le dernier, malheureusement, c'est peut-être un des plus compliqués, c'est qu'à un moment donné, quand on fait des techniques gestuelles dans les formations PRAP, généralement, on a tendance à poser les pieds pour manipuler une charge, et ces pieds, on ne les bouge plus jamais. Sauf que la charge, on la bouge dans l'espace. Quand on manipule des leviers, on les bouge dans l'espace, et il faut quelque part que le corps se déplace également par rapport à ce que l'on a à faire. Donc, il y a toujours un repositionnement en temps réel du corps et des actions du corps par rapport à l'action qu'on est en train de faire. Parfois, c'est un positionnement, un port de charge, etc. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est des postulats qui sont incontournables. Rien que déjà avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et donc, nous, on utilise un travail qui a été fait par Gilles Plugnan de GMTE 77, qui est un enseignant d'EPS, mais qui travaille dans la formation, notamment PRAP, depuis très longtemps. Alors, bon, j'ai modifié, rajouté 2-3 bricoles en plus, mais le gros du travail vient de lui. C'est-à-dire que pour toute situation où il y a un individu, même là, quand vous êtes assis en train de nous écouter, quelque part, il y a une activité motrice qui est là. Et en fait, il y a des principes à respecter pour essayer de trouver ou de comprendre ces actions motrices. Le premier principe, c'est rechercher les prises efficaces et efficientes. Ça va être rechercher, conserver la stabilité nécessaire à l'action. Ça va être placer le corps dans les angles de moindre effort et de moindre inconfort. Puis ça peut être se placer à la distance optimale par rapport à l'axe d'effort en 3D. Et on voit bien que ces principes-là, qui sont une évolution un peu différente de ce qu'on appelle l'LNRS, les principes de sécurité physique ou d'économie d'effort, ou de mes propres principes qui sont les principes ergomoteurs, mais je trouve que cette synthèse est intéressante. Et rien qu'avec ça, ça permet déjà d'essayer de comprendre la situation de travail dans laquelle on est. Et pour que ça puisse fonctionner, bien entendu, on doit tenir compte de quoi? On doit tenir compte des composantes de la situation de travail. Qui je suis, l'objet matériel ou matériel sur lequel je travaille, la tâche que je dois réaliser, l'environnement et l'organisation. Et donc forcément, si on parle des composantes, on parle effectivement des déterminants associés. Alors ils sont tout petits, volontairement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains déterminants qui vont être complètement différents en fonction de la situation de travail en elle-même. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important à garder, parce que la 3509 nous donne une bonne base d'informations, mais il faut toujours relier ça à l'action de l'agent par rapport à la situation de travail. Moi, j'ai bien aimé le petit film que vous avez fait. C'est pareil, on pourrait dire des tonnes de choses sur le petit film là, de manutentionné de caisse. Il y a plein d'éléments qu'on peut justement arriver à rajouter pour améliorer effectivement et pour compléter cette notion d'analyse via la 3509. Si on fait un petit point avec le Bodyfeed, juste une petite remarque. Alors, il y a une société au Mans qui s'appelle Satisform, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ils font des choses, quand j'ai vu votre système, ça m'a fait penser à ce qu'ils faisaient. Alors, ce n'est pas une table de décompression, mais c'est une table où on est allongé dessus. Moi, j'ai testé, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, on nous prend les pieds, puis on nous tire on fait une traction sur les pieds, et puis on fait des petits mouvements de balancer. Et pour le dos, c'est vraiment que c'est très intéressant. Alors, en revanche, je suis incapable de vous dire si c'est comparable à ce que vous faites ou pas, mais je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Je pense que vous les connaissez déjà, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Et donc, effectivement, la question des exosquelettes, ça, c'est quelque chose. Les exosquelettes, on en parle depuis très longtemps. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus, qui pose beaucoup de questions. On en parle beaucoup avec les UX forums là, du Cercle Entreprise et Santé, que l'on fait soit en webinaire, soit lors des Préventica avec Anne-Marie Devèvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2018, où on fait ces séances, entre guillemets, 2 à 3 fois par an, on se rend compte que les questions changent, les connaissances évoluent, les compétences des gens évoluent également, et qui fait que ça permet de faire évoluer le système. Et ce qui est très intéressant, c'est que il est très important de choisir le bon exosquelette. En fait, l'exosquelette, ça ne résout pas tout, parce qu'un exosquelette, ça permet de diminuer les TMS, j'en sais fichtre rien, et je pense qu'avant quelques années, on ne le saura pas. En revanche, on peut espérer et on peut émettre l'hypothèse que potentiellement, ça peut jouer sur certains facteurs des TMS. Alors, et si on prend les TMS, on va rester déjà dans un aspect très synthétique. Effectivement, pour qu'il y ait quelque part des TMS, il faut qu'il y ait du travail. S'il n'y a pas de travail, c'est difficile d'avoir des TMS. Donc, effectivement, il y a des contraintes biomécaniques qui sont les angulations extrêmes, qui sont les efforts et la répétitivité. Si on se rend compte, un exosquelette, sur quoi ça va jouer? Un exosquelette, ça va jouer
pas forcément sur l'angulation, pardon. Je dirais même peut-être en fonction de certains exosquelettes, s'ils sont mal réglés, on peut augmenter l'angulation, donc quelque part, ça serait presque pire. En revanche, la répétitivité, là, il n'y a, aucune incidence. En revanche, on va pouvoir jouer sur l'effort. Et effectivement, sur l'effort fourni, on va pouvoir avoir un gain d'effort qui peut aller jusqu'à 40, 50, voire plus, pourquoi pas, sur certains efforts. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a un impact sur, effectivement, l'utilisation d'un exosquelette. Mais en fait, ce n'est pas tout. Parce que si on s'arrête là, je dirais que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Le fait d'utiliser un exosquelette en situation de travail, ça va nécessiter à un moment donné de faire une analyse des vrais besoins. Quelle est la situation de travail? Quelles sont les contraintes de travail? À partir de là, on va être capable de déterminer ce dont on a besoin. Et en fonction des critères qui vont caractériser ce dont on a besoin, on va pouvoir choisir le ou les exosquelettes les plus adaptés à ce besoin. Et à ce moment-là, on va se dire, on va faire un test. Rien que déjà pour faire le test, il va falloir qu'on se pose plein de questions, notamment sur l'organisation du travail, sur l'aménagement du poste. Donc, on va jouer sur d'autres paramètres qui fait qu'on va sortir de l'aspect purement biomécanique, mais pour aller vers d'autres facteurs de risque TMS et qui vont peut-être pouvoir travailler dessus. Mais quelque part, ça reste un travail à faire et puis à vérifier sur le long terme. Donc, l'INRS travaille beaucoup sur le sujet. On aura des résultats dans quelques années. Mais effectivement, c'est compliqué. Alors là, je vous ai mis à l'écran juste l'exemple de l'exosquelette qu'on a développé avec la direction du matériel il y a quelques années. Donc, il est sorti il y a un peu plus de presque 2 ans maintenant. Donc, c'est un exosquelette qui est multi-assistance puisqu'il permet de faire de la manutention de charge, support outillage, extension des cervicales, maintien bras en l'air et tout ce qui est assistance au mouvement du tronc. Et donc, c'est un exosquelette qui était un peu innovant à l'époque, qui l'est pour moi toujours. Là-dessus, il y a 4 brevets. C'est l'association de 5 types d'exosquelettes en un seul. Donc, il a fallu gérer 5 types de contraintes qui sont complètement diverses. Et puis, je dirais même voir plus, parce qu'on a essayé d'intégrer dedans, justement, quelque chose qui, moi, me paraît fondamental pour l'avenir des exosquelettes et qui, je pense, pourrait permettre justement de travailler aussi en partie pardon, je suis allé un peu vite. Qui pourrait permettre d'aller jusque... de mieux aborder la partie TMS, c'est se poser la question de à quoi sert un exosquelette. Les exosquelettes, ce sont des systèmes encore trop maintenant qui sont développés pour assister une fonction. Typiquement, j'assiste une fonction de manutention, j'assiste une fonction de maintien bras en l'air, j'assiste une fonction de support outillage. Et en fait, on n'a pas encore assez, pourtant c'est en train de venir, mais c'est pas encore assez vite à mon goût, on n'a pas d'exosquelette qui assiste l'humain. Et ça, je crois que c'est important, et c'est la différence qu'on peut faire entre un exosquelette qui serait une conception centrée sur l'humain et une conception centrée sur l'utilisateur. Je pars du principe que la conception centrée sur l'humain s'intègre dans la conception centrée utilisateur, mais l'inverse n'est pas réciproque. Et donc, justement, là, dans les travaux de thèse sur lesquels je travaille actuellement, c'est effectivement d'essayer de développer un exosquelette centré sur l'humain. Et en fait, qu'est-ce qu'il permettrait, cet exosquelette centré sur l'humain? Il permettrait quelque part de pouvoir assister, peu importe ce que l'on fait. Là, on serait plus sur une fonction, et l'agent, il est en train de bouger, certaines actions motrices en fonction de ce qu'il doit faire. Et là, ça pourrait permettre effectivement d'assister en fonction de l'effort, en fonction de la position. Et ça permettrait d'assister l'humain et non pas une fonction. Et je trouve que ça, d'un point de vue des TMS et d'un point de vue justement tout ce qui est manutention et lombalgie, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans l'approche. Alors, quand on a conçu cet exosquelette, forcément, on a dû faire un cahier des charges fonctionnel pour pouvoir le faire, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir le créer. C'est pas juste un petit crowbar sur un papier. Moi, j'ai mis justement de respecter la 3509. Et là, ça a été un sujet de discussion qui a été très complexe avec le fournisseur, Ergo Santé Technologies, justement parce qu'ils ne voyaient pas le lien avec cette fameuse norme 3509. Pour moi, il y a un lien qui est quelque part énorme. Effectivement, la charge qui fait 20 kg, pour moi, qu'on ait un exosquelette ou pas, la charge fera toujours 20 kg. En revanche, le fait de proposer un exosquelette qui va assister la manutention de cette charge de 20 kg, l'agent va toujours porter les 20 kg, plus le poids de l'exosquelette, forcément. En revanche, il va faire beaucoup moins d'efforts. Et puis, comme on va pouvoir poser les questions par rapport à l'aménagement du poste, par rapport à l'organisation, par rapport à d'autres systèmes que l'on va pouvoir intégrer dans l'aménagement de cette situation, et peut-être que cette charge de 20 kg, on va peut-être quasiment plus la porter, puis peut-être
sur une moins longue distance, moins de fois, etc., etc., etc. Donc, on voit bien que de manière directe ou indirecte, les exosquelettes, ça peut être potentiellement une solution. Ce n'est certainement pas la seule. D'ailleurs, dans la démarche de réflexion, d'aménagement des situations de travail, il faut toujours se poser la question, tout ce qu'on peut mettre avant d'utiliser un exosquelette. Moi, j'ai travaillé sur un poste où c'était des personnes qui faisaient des paupiettes. Une paupiette, ça fait 125 grammes. Elles en faisaient 12 caisses de 60 barquettes de 8 paupiettes de 125 grammes. Et elles les portaient toutes une par une. Donc, elles prenaient les paupiettes, elles les mettaient dans une barquette. Quand la barquette était pleine, elles les mettaient dans la caisse. Et quand la caisse était pleine, elles la mettaient sur une palette. Et elles en faisaient 120 palettes. Et je leur ai dit, mais vous mettez une table élévatrice, vous mettez une caisse vide, vous mettez une boîte vide à l'intérieur, vous prenez votre paupiette, vous la mettez directement dans la caisse, vous diminuez par 3 le poids porté à la journée. Voilà, il y a des choses aussi simples que ça à mettre en œuvre, mais ça nécessite une analyse. Et cette analyse, effectivement, alors je prends le mauvais exemple de la paupiette, puisque effectivement, ça fait que 125 grammes, donc on n'est pas du tout dans la logique de la 35-109, mais dans une entreprise similaire à côté, c'était des fromages qui pesaient plus de 3 kilos, et effectivement, là, on était exactement dans la même logique. Donc c'est pour ça que tous ces outils, tout ce qui peut nous permettre, nous, de bien comprendre les contraintes, et surtout de les caractériser, de les qualifier, de les quantifier. C'est des choses qui vont nous aider, nous, en entreprise, à un moment donné, pour pouvoir trouver des solutions. Exosquelette ou pas, bien entendu. Hein, l'exosquelette n'est pas forcément une solution obligatoire. Moi, je pars du principe que c'est une partie de l'avenir des solutions. Pourquoi? Parce que remplacer des semelles de frein sous un train qui font 12 kilos alors que on ne peut pas être proche, hein, on ne peut pas être centré, on ne peut pas être un bras de levier qui est la longueur du bras. Quand on a 13 kilos au bout du bras et qu'on en fait une centaine dans la nuit, et ça toutes les nuits pendant toute l'année, pendant des années, les épaules et le dos dégustent. Et là, des solutions techniques, il n'y en a pas. La seule qu'on a trouvée, c'est cet exosquelette, par exemple. Donc, ça fait partie de l'avenir. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, justement, l'INRS y travaille. La FNOR, on va sortir une norme début 2022. Moi, je travaille, là, je pilote un workshop européen, justement, où on essaie d'échanger sur les pratiques européennes dans les processus d'intégration des exosquelettes. Et justement, pour essayer de montrer que, attention, ce n'est pas une solution miracle. C'est une solution parmi d'autres qui mérite d'être investiguée, qui mérite d'être testée. Mais il faut sortir de l'effet de mode, il faut sortir du mythe exosquelette, le mythe Ironman, comme j'aime bien dire, pour justement arriver à être beaucoup plus prudent par rapport à ces technos. Et puis, il faut dire aussi ce qui est, je trouve que les fabricants sortent des solutions de plus en plus légères, de plus en plus adaptées, de plus en plus novatrices. Et donc, on commence à avoir arrivé des choses de plus en plus intéressantes. Notre exosquelette qui est sorti il y a 2 ans, il fait dinosaure maintenant par rapport à ce qui peut exister. Mais il fait des choses que les autres ne font pas. Assister une charge qui va du sol jusqu'au-dessus de la tête, qui fait jusqu'à 40 kg, on est le seul exosquelette qui est capable d'assister cette manutention, par exemple. C'est un des seuls exosquelettes, alors que c'est plus le seul parce qu'il y en a un qui vient d'arriver sur le marché, mais jusqu'à encore il y a 2-3 mois, c'est le seul exosquelette. Quand on l'avait sur soi, on pouvait le débrayer, on pouvait augmenter ou diminuer l'assistance, le rembrayer et avoir une autre type d'assistance, par exemple. Voilà. Donc tout ça est en train d'évoluer. Moi, je pars du principe qu'effectivement, il faut y aller, mais de manière précautionneuse, avec une démarche qui est intéressante. Ce qu'on a vu sur effectivement l'application Adept, alors bien sûr, dès qu'on pourra jouer avec, je pense que je vais être un des premiers à aller jouer un peu avec, parce que je trouve que c'est une idée qui est très bien. Moi, j'en ai fait, je ne sais pas combien de versions Excel, hein, dans tous mes outils, je remets mes bouts de code pour réintégrer la 3509, parce que c'est un incontournable. Alors là, avec une application, ça peut être pas mal. Mais Frédéric, à l'occasion, on en rediscutera parce que moi, j'ai plein d'idées et si vous voulez les intégrer dans vos systèmes, c'est avec grand plaisir parce que c'est ce qui, voilà, c'est ce qui permet aussi de permettre aux entreprises de pouvoir évaluer, prendre conscience des contraintes pour après pouvoir trouver des solutions. Et j'ai bien aimé le dernier slide que vous avez montré. Vous avez montré ce qui est en vert à gauche et vous avez montré justement à droite les points sur lesquels il faudrait travailler. Et pour moi, la 3509, elle ne sert essentiellement qu'à ça. Savoir sur quoi je peux travailler, sur quels paramètres je vais devoir chercher des solutions pour justement arriver à remonter ces coefficients le plus proche de 1 pour qu'effectivement, on soit à 5, 15 et 25. Voilà un petit peu sur les exosquelettes ce que l'on pourrait dire. Et il est pile poil à l'heure.
En tout cas, merci. Et ton intervention a suscité beaucoup de remarques et sur cette approche justement autour de l'approche centrée humain et de sortir de cette vision très compartimentée d'une tâche et un exosquelette et d'avoir en fait un système pour accompagner, je dirais, le salarié durant finalement toutes ses activités, quoi. Et c'est assez novateur et en effet, c'est une démarche qui mérite d'être creusée, quoi. Alors justement, moi, j'avais peut-être pour conclure, alors c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'était en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié parce que vos interventions étaient vraiment en synergie et qu'on a bien vu les connexions qui leur se sont faites d'ailleurs dans la conversation. Et ça, c'est le signe que la table ronde a été efficace. J'avais peut-être une dernière question, alors qui va être un peu rapide, mais sur l'acceptabilité. Là, on a vu de l'analyse vidéo, par exemple, pour est-ce que ces démarches d'analyse des tâches et de la prise en charge des préventions, quel est le degré d'acceptabilité chez les salariés et chez les directeurs d'entreprise pour les mettre en œuvre? Est-ce que par expérience, vous avez cette vision-là sur l'acceptabilité? L'acceptabilité, enfin, l'acceptabilité. Pour moi, c'est l'acceptabilité et l'acceptation. Et c'est les deux choses qui doivent être en lien les unes et les autres. En fait, quelque part, si on conçoit quelque chose mais qui n'est pas adapté, bah, on ne va pas favoriser l'acceptation future. Et si on ne travaille pas avec les agents, on ne va pas travailler sur l'acceptabilité sociale. Donc forcément, quand on travaille avec notre système, ils n'en voudront pas. Donc on a tout intérêt à les associer et à vraiment travailler avec eux le plus en amont possible, à faire les choses le mieux possible d'un point de vue ergonomie, ergomotricité, biomécanique. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans, bien entendu. Moi, je mets des FOH, je mets plein de culture sécurité. Mais plus vous allez faire quelque chose de cohérent, vous allez permettre derrière que ça fonctionne. Et quelque part, ça, c'est un incontournable. C'est ce processus d'acceptabilité, d'acceptation, ça doit englober toute la démarche globale d'une techno que vous voulez ou d'une solution que vous voulez mettre en œuvre. Si vous le faites, alors on le fait tous naturellement. Les travaux de l'INRS, notamment sur les exosquelettes, ont permis de formaliser une approche, et je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle mixte le processus d'acceptabilité et le processus d'acceptation. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que ça met en lumière des choses que nous, on fait tous au quotidien. Simplement, on n'a jamais pris le temps de le formaliser. Et le fait de l'avoir formalisé et de le remettre au goût du jour, moi, je le présente à toutes les sauces, hein, tout ce que je fais, je le présente. Et je trouve que c'est très important parce que ça permet aux personnes de prendre conscience que ce n'est pas juste un truc qu'on donne à un agent et puis maintenant tu bosses. Aussi simple que ça. Ça passe par quoi? Ça passe par impliquer les salariés, impliquer les salariés à toute la démarche, c'est déjà ça. C'est concevoir des systèmes qui sont bien pensés pour l'humain, mais aussi par rapport aux cas d'usage futurs, mais qui vont être modifiés, puisqu'il va falloir repenser le travail, il va falloir communiquer énormément. Alors moi, je communique beaucoup en interne SNCF et beaucoup en externe, via notamment les UX Forums d'Anne-Marie Devèvre, et puis pour plein d'entreprises, enfin un peu partout. Je commence à être un peu connu sur le sujet des exos. Ben, le fait de communiquer et toujours donner un message qui va dans un certain sens, quelque part, les agents prennent conscience. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans un établissement, ils savent que ce n'est pas Iron Man qui vient. Je viens avec un exosquelette qui fait que certaines choses, mais parce qu'on a fait toute une analyse ensemble, etc., etc., etc. Donc, ce processus d'acceptabilité et d'acceptation, si vous passez au travers, ça ne marchera pas. Donc, pour ceux qui ont déjà conçu des choses, eh ben, il faut arriver à récupérer un peu le retard. C'est beaucoup communiquer pour que les gens prennent conscience. Et dernière chose, moi, quand je fais ce travail de démarche d'intégration, notamment des exosquelettes, le fait d'associer les agents au départ, les obliger à, entre guillemets, à remplir, par exemple, la grille 3509, les grilles que je peux proposer, etc. Pour eux, c'est fastidieux. Pour nous, c'est très fastidieux parce que nous, en un coup d'œil, on a déjà noté, on a déjà la synthèse et on sait ce qu'il faut faire. Mais le fait de simplement les faire participer à ça, ça leur permet aussi de prendre conscience parce qu'ils formalisent par écrit leurs contraintes. Et s'ils font ça, bah, ils participent au choix de la solution. Et comme ils participent au choix de la solution quand on vient avec l'exosquelette, eh ben, on a déjà fait une grosse part du travail pour favoriser leur acceptation parce qu'ils savent qu'ils ont participé au choix d'une solution par rapport à un besoin qui a été qualifié. Et cette démarche d'acceptabilité, d'acceptation, on peut la prendre de diverses manières, mais typiquement, hein, c'est exactement pareil pour le BodyFit ou pour l'application sur la 3509 Adept, c'est exactement pareil. Même pour ça, il va falloir intégrer cette logique de processus d'acceptabilité, d'acceptation. C'est nécessaire. Il faut emballer le système. Voilà. Peu importe le système, il faut emballer le truc. Et ça fait beaucoup. Si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ces dernières remarques. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques entreprises quand même d'une certaine taille où j'ai pu présenter BodyFeed et
ce qui a séduit à la fois les DH et puis les infirmiers, etc., personnel de santé de l'entreprise, c'était aussi la proximité du dispositif, c'est-à-dire que il est là, il est confortable d'usage et par conséquent, ce côté de faciliter le soin dans l'entreprise séduisait énormément. Il est certain que beaucoup de travailleurs, en sortant du travail, n'ont pas nécessairement le temps ni de prendre rendez-vous, ni de courir à l'autre bout de la ville, etc., pour faire du préventif ou autre. Et donc, cet aspect-là était était vraiment ressenti de manière positive. Je le dis parce que c'est vrai que c'est une des qualités de Bodify dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est en place dans l'entreprise, l'accès est facile et on peut l'imaginer aussi sur des plus petites entreprises, par exemple dans des zones artisanales, qui seraient où la table serait partagée par Une solution mutualisée. plusieurs entreprises. D'accord. Mais c'est vrai que il faut en parler beaucoup et les grands groupes s'intéressent quand même à la 45001, je crois, c'est-à-dire le bien-être au travail, etc., les bonnes conditions de travail. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de PME n'ont pas non plus les moyens de faire toute seule ce genre de soins. Et ce genre d'analyse également. Donc l'application sera certainement là pour faciliter l'accès effectivement aux PME, et ça j'en suis persuadé, et c'est une bonne chose. Les exosquelettes, ils ont toute leur raison d'être vraiment sur les grosses charges, etc. Puis Bodyfield, eh bien, pour le confort et la prévention, on aimerait bien être là. Voilà. Donc, ce sera le mot de la fin. Et en tout cas, je vous remercie tous pour la qualité de l'intervention, pour la qualité aussi des questions dans le fil de conversation. Et je pense que c'était un moment intéressant de découverte et d'échange. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en salle plénière de façon à clore ce moment finalement nomade aujourd'hui. Et donc là, je vais donc arrêter la réunion. Dès que tout sera disponible, on pourra vous communiquer les enregistrements. Comme ça, vous aurez aussi une trace. Et puis, bien sûr, les contacts de chacun, de façon à ce que vous puissiez rester en contact et prolonger finalement ces échanges ultérieurement selon vos domaines d'intérêt. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, rendez-vous en salle plénière pour la fin de cette journée. Merci encore.